Bon, voilà le nouveau bureau. On voit pas trop la différence, à part que c'est le bordel, il y a des cartons partout. Il y a toujours le lit, tu vois. Alors on peut pas le déplier à cause justement de toutes les affaires qui font le bordel. Hop, 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 hop. En fait, on est juste monté de 2 étages au 101 de rue de l'Université. Et donc, en ce lundi, normalement j'aime pas venir à Paris le lundi quand même. De juillet, il fait beau dehors, mes enfants sont en vacances où on pourrait jouer au foot et tout ça avec eux. Nous voilà donc enfermés au Burlingue. Pourquoi? Pour le peuple. C'est presque vrai. Là, le bulletin, c'est du rodage. Vous êtes mon brouillon. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je remette les pieds dans l'hémicycle pour causer cette semaine du projet de loi pouvoir d'achat. Mais enfin bon, vous allez voir, c'est un peu Orwell. Il faut toujours lire les trucs à l'envers avec Macron. Le premier chapitre, ça s'appelle partage de la valeur ajoutée et valorisation du travail. Mais on n'a pas le droit de parler des salaires à l'intérieur. Et c'est tout l'objet du combat de cette semaine, c'est de parler de salaire, et de parler aussi des dividendes qui sont quand même beaucoup trop élevés. Tiens, regarde, ça c'est l'Obs. Je n'ai pas prévu de démarrer par là, mais allons-y. Profitez-en que je vous montre l'Obs, hein, parce que ça ne va pas arriver toutes les semaines. En tout cas, il y a longtemps que ça n'était pas arrivé. Pourquoi? Je me souviens quand j'étais passé au centre de formation des journalistes, le rédac-chef avait dit que c'était un gala pour riches et ça se vérifie à peu près toutes les semaines, non seulement avec les publicités pour les parfums, pour les grandes marques, pour l'immobilier là, à Marseille, un appart à 1 404 000 €, mais aussi pour les dossiers. Je me souviens de une, bon évidemment sur l'immobilier, on passe sur les taxis, qu'est-ce que c'est compliqué de trouver un taxi à Paris, mais aussi sur la passion des maisons de campagne. Déjà, tu vois, pour avoir la passion des maisons de campagne, il faut déjà avoir la première et la deuxième. Et quand tu dis que c'était ça, la gauche, tu dis merde. Et là, voilà que tu vois. C'est quoi? Ça change. C'est impôt les privilèges du CAC 40. Et dedans, le dossier est vraiment super. On apprend entre autres que Total ne paye pas d'impôt en France. Alors Total, là, c'est vraiment... Je comprends pas que les mecs, il n'y ait pas déjà une ruée de gens devant le siège de Total hurlant et demandant à ce que Pouyanné descende, qu'on lui enlève ses ceintures et ses bretelles, et hop, petit passage en garde à vue. Parce que, quand même, c'est dingue, il a 0 impôt sur les sociétés pour Total en France. Et de même pour Sanofi. Ah, j'ai déjà suggéré plusieurs fois qu'on leur enlève les ceintures et les bretelles et qu'on les mette en garde à vue, les patrons de Sanofi, ne serait-ce que pour la dépakine et pour le reste. Mais Sanofi qui reçoit des aides par centaines de millions du gouvernement, qui ferme ses usines, tout ça tranquillou, qui verse, je crois, 8 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, et derrière, 0 impôt sur les sociétés en France. C'est magique, tu vois. Et Renault, pareil, supprime des postes et déclare 0 impôt sur les sociétés en France. Ça, on l'apprend dans le papier de l'Obs. C'est peut-être un symptôme, tu sais, qui est ça comme dossier dans l'Obs. C'est le symptôme de quoi? Déjà que peut-être que cette question, elle a franchi un seuil dans l'esprit du public. Mais surtout que la gauche, peut-être qu'elle revient à son fondamental, c'est-à-dire le partage capital-travail. Et enfin, il faut quand même dire que sans doute que les journalistes de l'Obs, ils ont sans doute un peu changé eux aussi. Donc bon, voilà. Donc vraiment, je recommande ce dossier sur les privilèges du CAC 40. De ça, vous n'en avez pas entendu parler un mot dans le propos de Macron le 14 juillet. Il n'a pas parlé un moment, c'est un mot interdit pour lui. Dividende, tu vois. Ça, il n'arrive pas à le dire. Dividende, tu vois. Profit. Je pense qu'en privé, il sait en parler, mais dès qu'il y a une caméra, il ne sait plus. Bénéfice. Savoir que les entreprises du CAC 40 ont fait 160 milliards d'euros de bénéfices. En fait, ils le réévaluent même. L'Obs dit, en fait, on a dit 160 milliards, mais c'est plus que ça. Je crois qu'ils disent que c'est 173 milliards. Et ils ont fait les calculs en demandant à chacune d'entre elles, alors combien vous avez touché? Et alors, à la fin, ils arrivent à 174 milliards d'euros, tu vois. Ça veut dire, c'est plus 74% par rapport... Non, c'est presque le double, en fait. C'est presque le double du précédent record de 2007 qui devait être aux alentours de 90 milliards d'euros. Donc, tu vois, c'est... D'habitude, quand on bat un record en sport, on le bat en course à pied d'un centième de seconde, en saut en lenteur d'un centimètre, mais là, directement, le double. Bon. Et ça, Macron, il n'arrive pas à prononcer le mot. Mais Marine Le Pen, elle est pareille. Tu vois, ça leur fait un gros point commun, je l'ai déjà dit. Macron interview le 14 juillet, donc il nous annonce que des bonnes nouvelles. Les retraites, il va les faire. Je pense que c'est très grave. Il faudra y revenir, mais pourquoi? Parce qu'il ne se rend pas compte à quel point il casse la nation. Tu vois, là, je prends un air un peu... Mais c'est vrai, je le pense vraiment. On est déjà un pays, sans doute, un air un peu usé, tu vois. Premier mandat de Macron, il casse sur les gilets jaunes.
il recasse derrière en passant la retraite en force. Il casse avec une gestion très autoritaire de la crise Covid. Et donc là, il te promet que malgré un socle quand même politique extrêmement fragile, je rappelle que dans mon coin, dans la Somme, les macronistes, ils n'arrivent pas à mettre un candidat au deuxième tour dans la moitié des circonscriptions. Il y a 3 circonscriptions sur 5, ils n'arrivent même pas à aller au deuxième tour. Et c'est sur cette base extrêmement fragile qu'ils prétend imposer une retraite à 65 ans dont les Français ne veulent pas. Je pense que c'est dangereux. Bon, on y reviendra plus tard. Alors, il te promet la sobriété. Tiens, tu vois, un mot, passer de la décroissance, le journal, à la bouche de Macron, le mot sobriété. Mais est-ce qu'il entend la sobriété pour ses amis à lui? Est-ce qu'il entend la sobriété pour, je le disais, le PDG de Total, Pouyanné, là, qui apparemment a fait un aller-retour en jet privé jusque Aix-en-Provence, tu vois, entre Paris et Aix-en-Provence, pour, aux rencontres d'économiques, plaider la sobriété. Et puis maintenant, c'est marrant, je ne sais pas quelle est cette application, qui te permet de suivre les jets des multinationales du CAC 40. Donc là, on suit le patron de Total. Bah, il s'est rendu en jet à Biarritz. De Biarritz, il est à Madrid. De Madrid, il est revenu à Biarritz. De Biarritz, il est reparti à Paris. Et on sait qu'avec ces voyages-là, il consomme combien? 30 ans de vie d'un Français, rien qu'avec ça. Tu vois, rien qu'avec ses allers-retours en jet. Mais ça, c'est pas à eux que Macron il va imposer la sobriété. Donc, il faudra fermer les lumières quand on partira tard le soir, soit. Mais il n'y a pas de question sur comment on remet les pieds sur terre aux plus riches de ce pays et comment c'est eux qui ont une hyper-consommation, une hyper-production et qu'on ramène dans le corps commun de la nation. Bon. Et puis, même sur comment on fait pour que la nation, elle change de direction. Macron, il n'en est pas question qu'elle change de direction sur sortir d'une société d'hyperproduction et d'hyperconsommation. Bon. Mais même que ça soit Macron, l'homme qui impose la 5G et qui veuille du numérique partout, tu vois, qui te disent qu'il va falloir de la sobriété, alors que c'est une gabegie énergétique que le numérique. Bon, enfin bon. Passons, dernier point, évidemment, le travail. Il nous a proposé une loi qui va réformer le travail avec de la valeur travail et patati et patata. Je dis ça parce que c'est le cœur de notre sujet cette semaine. Il y a eu le discours de Borne à la tribune de l'Assemblée et elle disait le travail est une valeur essentielle, le travail c'est la clé de l'émancipation, le travail c'est la création de richesse, patati patata. Maintenant, moi j'ai compris, plus il célèbre le travail, plus c'est pour le casser. T'as une espèce de loi comme ça. Et que ça soit dans la bouche d'Elisabeth Borne, je ne sais pas si tu te souviens, enfin pourtant j'en ai fait de la pub, hein, le rapport RL, ça te dit quelque chose? Franchement, j'ai presque fait autant de pubs pour le rapport RL que pour les numéros de challenge sur les 500 fortunes. Bon, le rapport RL, donc qui était un rapport remis à la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à sa demande sur les métiers de la deuxième ligne. Donc au masculin, c'était cariste, camionneur, ouvrier de l'industrie agroalimentaire, ouvrier du bâtiment, et au féminin, c'était agent d'entretien, assistante maternelle, aide à domicile, ainsi de suite. Bon, et ça montrait dans ce rapport que ces salariés-là, qu'on disait indispensables, essentiels, ils étaient en moyenne 30% sous-payés par rapport aux autres salariés, que sur ces 4,6 millions de personnes, c'est énorme quand même, il y en avait beaucoup qui étaient sous le SMIC parce qu'ils alternaient période de chômage et période d'intérim, ou alors parce qu'ils avaient des temps partiels contraints, qu'en plus, ils respiraient que des cochonneries et ils mouraient bien avant les autres travailleurs, bref, qu'ils étaient sous-payés et maltraités. Bon. On lui rend ce rapport-là, il y a des tas de propositions dans le rapport pour revaloriser les heures de travail, pour faire qu'ils aient des horaires moins découpés, enfin des tas de trucs comme ça. Que déclare Elisabeth Borne, attends que je te retrouve la phrase exacte, je la connais de tête normalement. Ah oui, voilà. Elle déclare, voilà le rapport académique remarquable. La conclusion politique d'Elisabeth Borne, nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, c'est Ponce Pilate, tu vois. Elle s'en lave les mains. Elle dit, bon, les patrons et les salariés vont s'arranger ensemble, et puis ça va donner des bonnes choses. L'harmonie va régner sur terre. La providence va descendre du ciel et permettre que les travailleurs soient plus heureux, quoi. Bon, on est 2 ans plus tard.
Est-ce que ça a marché dans l'entretien? Non. Est-ce que ça a marché dans la logistique? Non. Est-ce que ça a marché dans le bâtiment? Non. Tu vois? Bon. Donc, ça veut dire qu'il faut des règles. Ça veut dire qu'il faut des lois. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter d'attendre que le dialogue social aboutisse à quelque chose d'intéressant. Si tu veux, c'est pour eux une manière de revisiter la main invisible du marché. Tu as la main invisible du marché qui équilibre tout entre l'offre et la demande. Et puis, pour ce qui est des travailleurs, eh ben, c'est le dialogue social qui est finalement un substitut temporaire de la main invisible du marché. Et qu'est-ce qui a changé pour les 4,6 millions de salariés là depuis 2 ans? Rien. Il n'y a qu'un seul truc qui a changé, c'est l'inflation. Et c'est pour ça qu'on a cette loi-là intitulée « Pouvoir d'achat ». Tu sais ce qu'on a fait? Nous, on a procédé à un appel Facebook de personnes qui travaillent et qui ont du mal à vivre de leur travail. On a choisi quelques témoignages et on n'a pas choisi les plus malheureux, pas les plus pauvres, pas les mères célibataires qui mériteraient, tu vois, presque un texte pour elles-mêmes. On n'a pas choisi des gens qui sont sous le SMIC. Là, on a pris la famille avec 2 parents, travaillent tous les deux, tu vois. Et pourtant, malgré ça, ça rame. Des gens qui se considèrent comme français moyens, mais qui sont aujourd'hui à la peine. Et rien qu'en écoutant ces quelques témoignages, on comprend comment ils ont démoli le travail depuis 40 ans, tout en prétendant le célébrer, la valeur travail et ainsi de suite. Mais comment ils l'ont démonté? La première chose, c'est que tout le monde est au SMIC ou presque, tu vois. D'ailleurs, on a des statistiques. Au début des années 80, un enseignant, il était embauché à 2,3 fois le SMIC, tu vois. Aujourd'hui, il est embauché à 1,2 fois le SMIC. Alors, il n'y a que pour les enseignants qu'on a ça depuis les années 80. Mais par exemple, un travailleur du bâtiment hautement qualifié était, en 2000, embauché 36% au-dessus du SMIC. Maintenant, il est à 16% au-dessus du SMIC. Mais tu vois, j'ai des gens qui travaillent dans la logistique. Ça fait 15 ans que le gars est dans la boîte, depuis 2009, pardon. 13 ans qu'il est dans la boîte, et il est à 1 250 €. Sa femme, à peu près pareil, 1 250 € aussi. Alors qu'il a passé le CAS S1, 3, 5, 6, c'est les permis Caris, pour conduire les chariots élévateurs dans les allées des entrepôts. Bon, il a passé tout ça et il reste à 1 250 €. Un ouvrier de chez Renault qui me dit, quand on m'a recruté en 2005, j'étais entre 1 300 et 1 400 €. J'ai vérifié, c'était 40% au-dessus du SMIC à l'époque. Et aujourd'hui, un collègue qui s'est fait recruter, il est à peine 10% au-dessus du SMIC. Voilà comment on a un tassement de la rémunération. Alors tu sais, j'ai réfléchi, quand on dit que les porte-conteneurs, ils viennent de Chine avec à l'intérieur des frigos. En vérité, ils ne viennent pas de Chine avec à l'intérieur des frigos. Pourquoi? Parce qu'on pourrait faire fabriquer le même frigo ici. Vraisemblablement, on pourrait le faire fabriquer avec la même qualité, peut-être meilleure. Donc, ce que contient le porte-conteneur, ce n'est pas du frigo. C'est du travail dévalorisé. C'est du travail à moindre coût. Voilà ce que contient en vérité le porte-conteneur qui vient de Chine. Et il est évident que tous ceux qui nous parlent de la valeur travail, ce sont ceux qui, depuis 4 décennies, organisent cette course au travail à moindre coût sur tous les océans et sur tous les continents. Petite parenthèse, Macron avec l'Union européenne, ils font un traité avec la Nouvelle-Zélande pour faire importer de là-bas des bœufs, de la viande bovine, de la viande ovine, des moutons, des fromages, du lait, tout ça. Bon, comme si on avait besoin de faire venir ça de l'autre bout de la Terre. Et on a réussi là à faire signer 110 députés de tous les groupes, de droite, du centre, de toutes les fractions de la NUPS, bon, qui ont signé au moins pour qu'il y ait un débat à l'Assemblée sur ce traité avec la Nouvelle-Zélande. J'en étais à la smicardisation. Et les négociations sur les salaires, cette année, elles conduisent à encore plus se smicardiser, puisque dans les boîtes qu'on a appelées, on est à 2,4% d'augmentation des salaires, d'autres c'est 3%, et encore ils disent c'est la première fois que ça nous arrive. D'habitude les patrons ils concèdent jamais autant. Ben oui, mais quand dans le même temps, tu as le SMIC qui augmente de 5%, en fait ça va être plutôt 6, 7, 8% d'ici les prochains mois, et que tu as le SMIC qui lui va augmenter avec cette inflation-là, mais que les autres salaires ils sont en dessous, il y a un effet de rattrapage par le SMIC. C'est pour ça que nous, on va plaider l'indexation des salaires sur l'inflation. Relever le salaire minimum à 1 500 € et aucun des députés qui est dans l'hémicycle, aucun des ministres qui va venir siéger arrivera un jour à vivre même avec ces 1 500 € là. Donc la décence, c'est 1 500 €. Mais ensuite,
on fixe ça sur l'inflation. La deuxième manière de dévaloriser le travail, c'est les sous-statuts. Tu vois, l'un des gars qu'on a entendu, David, qui est cariste, là, le gars qui a passé son CACES et tout ça, il a été intérimaire pendant 5 ans, entre 2009 et 2014. Mais on sait très bien que c'est institué, tu vois. Et lui, il a même appelé ça 6 mois de tiers-temps. Ça, j'ai déjà entendu. Pourtant, tu vois, j'en ai interrogé des intérimaires, mais c'est-à-dire, tu travailles 18 mois, tu fais une pause de 6 mois. Bon, pour qu'on puisse te réembaucher 18 mois, sinon on est obligé de te faire un CDI. Bon, bah, lui, c'était quasiment institué dans la boîte qu'on appelle ça le tiers-temps, tu vois. Bon, c'est évidemment une forme de mépris pour le travail que de le considérer comme une marchandise comme ça qu'on prend quand on en a besoin, puis après on le rejette. Regarde, par exemple, il y a un autre dans un autre atelier de cariste, Noël, qui nous raconte que on appelle les gens pour venir travailler le mercredi soir parce que c'est le moment où il y a des camions qui sont à décharger. On les appelle pour 1 heure ou 2 heures et ils sont payés 1 heure ou 2 heures. Moi, quand j'ai commencé à être journaliste, un intérimaire qu'on faisait venir pour 1 heure, il était payé une journée en entier. Donc, on connaît ça, les stages, les CDD, l'intérim, maintenant les CDII, tu sais, les contrats à durée indéterminée d'intérimaires. C'est des intérimaires mais qui sont embauchés par Supplé, par Manpower et tout ça. Donc qui en vérité sont intérimaires dans les boîtes, mais qui sont en CDI pour... Bon, bref, on a créé tout ça. Ça s'appelle des formes atypiques d'emploi. Et sous Macron, la grosse explosion. Et je pense qu'il faudrait avoir une analyse de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est évidemment l'auto-entrepreneuriat. Tu vois. Alors, on a des cas qui sont vraiment... dans l'une des boîtes d'agroalimentaire où on a interrogé un chef d'équipe, il dit, voilà, chez nous, il y a, je crois, 15 ou 25 auto-entrepreneur. Mais c'est des ouvriers. Lui, d'ailleurs, lui a proposé de passer en auto-entrepreneur. Il a dit à son patron, non, moi, je veux mes droits au chômage, je veux mes droits à la retraite, je veux mes droits à la sécurité sociale. Mais le patron est venu le voir en disant, ce sera plus intéressant pour toi, tu auras plus de salaire net, nous, on aura moins de cotisations à payer, ça sera quand même plus chouette et tout ça. Et donc, c'est des gens qui sont dans la boîte, normalement, mais qui sont en auto-entrepreneur. Comme on avait interrogé une étudiante par le biais de StaffMe, il faudrait lancer un appel à tous les gens qui passent par StaffMe, tu vois, qui allaient dans les boutiques Jacadi pour ranger les vêtements, mais elle n'était même plus intérimaire. Elle n'était pas salariée de Jacadi, mais elle n'était même plus intérimaire. Et on lui avait demandé de se mettre en contrat d'auto-entrepreneur. Et ça, c'est la grande transformation majeure de l'emploi sous Macron. Il y a plus de 2,1 millions d'auto-entrepreneurs dans le pays. Donc c'est gigantesque. Est-ce que c'est par là que se produit la baisse du chômage? Quand on se dit qu'il y a ces 590 € en moyenne par auto-entrepreneur, qu'est-ce que ça signifie? Tu vois, au fond, on n'a pas de données. J'en ai discuté avec des économistes, y compris qui bossent là-dessus, mais pour l'instant, c'est un champ immense et très flou, ce qu'on a sur les auto-entrepreneurs. Mais il est évident que ça participe d'un mépris de l'emploi. Premièrement, on casse l'emploi par la smicardisation. Deuxièmement, on casse l'emploi par les statuts avec les sous-statuts. Troisième point, on casse l'emploi par les horaires. C'est-à-dire, il n'y a plus de droit au repos. J'ai des témoignages chez Bigard, par exemple, où le patron gratte sur les minutes pour pas que, quand on va aiguiser son couteau, tu sais, pour tuer les bêtes, Bigard, c'est donc l'industrie agroalimentaire, la viande. Le patron, il considère que quand on va aiguiser son couteau pour tuer le bœuf, ça ne fait pas partie du temps productif. C'est encore compté dans le temps de travail, mais il tend à l'éliminer du temps productif. Et donc, il s'agit que les heures qui soient passées au boulot soient hyper productives. Maintenant, ce qu'on demande, c'est une hyper productivité des heures sur le lieu de travail. C'est quoi? C'est les femmes de ménage qui auparavant étaient intégrées en journée, faisaient partie de l'équipe, et donc elles avaient des temps qui étaient fortement productifs. C'était quand il n'y avait personne, elles arrivaient à 6h du matin, entre 6h et 9h, il n'y avait pas grand monde dans les bureaux, il n'y avait pas grand monde dans les facs et tout ça. Elles nettoyaient vite et bien, tu vois, elles nettoyaient. Et puis après, à 9h, entre 9h et 13h, il y avait du monde qui était là. Elles avaient moins de productivité, mais c'était accepté. Elles allaient boire un coup à la machine à café, elles vidaient les poubelles, enfin bon, voilà. Et maintenant, on ne garde plus que le temps productif. Évidemment, Uber est fait sur ce modèle-là, puisque le temps d'attente n'est pas payé, et c'est seulement le temps de la course qui est payé. Donc c'est vers ça qu'il s'agit d'aller, c'est-à-dire éliminer, et donc il y a toute une bagarre. Marx disait, j'ai lu dernièrement, mais enfin bon, voilà, je peux faire comme si j'avais lu Capital en entier, on le croira peut-être, mais il disait que l'essentiel du combat du mouvement ouvrier était moins sur les salaires que sur les horaires.
que l'heure, le rapport à l'horloge, au temps, était au cœur du combat entre le capital et le travail, tu vois. Et bien là, on en a des exemples permanents. Et évidemment, quand Macron parle de la retraite, c'est dans ce cadre-là qu'il faut le penser. Il ne s'agit pas seulement de donner un bout des retraites à BlackRock, il s'agit pour Macron et pour les libéraux, et pour les siens, d'intégrer ces années-là au temps productif et pas que ça échappe au temps de la production. Donc voilà comment aussi on casse l'emploi. Au fond, le mouvement ouvrier est fait d'une dialectique qui est à la fois de la fierté et de la dignité par le travail et en même temps de la conquête du repos à côté. Et quand tu gruges le repos à côté en disant que tu dois travailler le dimanche, qu'il faut faire des heures supplémentaires, au fond, en même temps, tu atteins la valeur du travail. Et le sommet de ce travail méprisé, c'est évidemment ça. Je veux dire, comment on peut accepter qu'il y ait 160 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40, que jamais le taux de marge des entreprises en général en France n'ait été aussi élevé, et qu'en revanche, les salariés doivent se serrer la ceinture. C'est la marque évidente d'un mépris. Bon, et tout ça a des conséquences qui ne sont pas seulement des conséquences pour les salariés pris en tant qu'individus, mais qui sont des conséquences pour la collectivité. C'est-à-dire que ce mépris, cet écrasement du travail dans la durée, à la fois sur ses salaires, sur ses horaires, sur son statut, ça désorganise des pans entiers de nos sociétés. L'hôpital, il n'en serait pas là si jamais on n'avait pas écrasé les salaires de cette manière-là, si jamais on n'avait pas usé les infirmières de cette manière-là. Tu sais qu'au bout de 5 ans, la plupart des infirmières qui sont à l'hôpital, elles le quittent. C'est un turnover gigantesque. Et bien, ce turnover-là, mais de la même manière dans l'école, l'éducation, là, on se demande s'il va y avoir des enseignants à la rentrée, on va aller te les recruter sur un bout de trottoir. Pourquoi ? Parce qu'on a produit un écrasement des salaires, considérer que finalement, le travailleur, on en trouvera toujours, il est remplaçable, donc ça n'a pas d'importance. Cette manière de travailler désorganise des pans entiers de la société, mais même dans les usines. Quand le gars dans l'industrie agroalimentaire, il dit, écoute, franchement, 1300 € pour aller travailler à soulever en permanence des sacs de 25 kilos de poudre pour les jeter et fabriquer, c'est des machins pour les brioches, mais enfin bon... il n'y a pas grand monde qui se présente, et quand il se présente, c'est pour se barrer le plus vite possible. Donc tu ne stabilises pas ta main-d'œuvre, donc tu ne stabilises pas la société. Et je pense que ça a ça comme conséquence, c'est que je pense que l'hôpital meurt de ça, l'école meurt de ça, et des pans entiers de la société meurent de ça, du fait qu'on a un travail qui est écrasé, qui est méprisé, qui est humilié, et donc il faut absolument trouver le moyen de le revaloriser au bas de la fiche de paye et de le revaloriser dans la société. Mais ça, c'est pas en détruisant du repos, au contraire, c'est en faisant que le travail ouvre des droits, et ouvre entre autres le droit au repos. Ah tiens, j'ai retrouvé une autre citation, tiens, dans un petit bouquin d'Alain Suppiot qui s'appelle La justice au travail, je pourrais même le montrer. Ah voilà. C'est pas une citation de lui, c'est une citation d'un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, qui dit « Il n'y a pas de société sans règles, mais il n'y a pas dans la société d'autorégulation. La régulation y est toujours, si je puis dire surajoutée, toujours précaire. La régulation suprême dans la société, qui est la justice, ne figure pas sous la forme d'un appareil qui serait produit par la société elle-même. Il faut que la justice vienne d'ailleurs dans la société. » Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas en disant le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant qu'on y parvient. Parce que ça garantit pas une autorégulation. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. L'autorégulation, c'est toujours, il y en a un qui est écrasé par l'autre. Bon, et donc Georges Canguilhem, il dit il faut des règles, il faut des lois. Mais c'est pas ça que je voulais vous lire. Je voulais vous lire une étrange lettre que j'ai reçue d'une certaine Perrine, qui me dit « Avez-vous déjà interrogé une fainéante ? C'en est une qui vous écrit ces mots. Ne rien faire, pour moi, c'est vital. J'ai besoin de ne rien faire. Qu'est-ce que j'appelle ne rien faire ? Tout ce qui se situe en dehors du travail. Le travail, pour moi, c'est une quinzaine d'heures par semaine. 15 heures, ça va, je l'ai fait. 20 heures, ok. Mais 35, je ne tiens pas, je déprime ou bien je tombe malade. » Et plus loin, elle ajoute « Mon taf, je sais que je le fais bien. Je suis psychologue, je suis très impliqué quand je travaille. Par ce travail, je sais que j'aide un peu la société. Et puis ça m'intéresse, ça me touche. Je rencontre plein de gens, des jeunes, des vieux, des enfants, qui me racontent leur vie, leurs difficultés. Ils me font confiance et je veux être à la hauteur. J'y réfléchis, seul ou avec mes collègues. Mon but, c'est de bien faire mon taf, d'être à la hauteur de la fragilité qu'on me confie. » Bon, pour moi, Perrine, elle n'est pas une fainéante. Elle est au contraire une travailleuse et une bonne travailleuse. Quelqu'un qui travaille bien, c'est pas quelqu'un qui travaille tout le temps et mal.
C'est quelqu'un qui travaille, tu sais, Keynes il disait 20 heures à la fin du XXe siècle. Mais même, j'ai vu Jean Fourastier, qui était pourtant pas un mec de gauche, qui disait pareil, que dans une vie, bon, on pourrait bien travailler 35 ans dans sa vie, et puis à raison de 20 heures par semaine, ça suffirait peut-être. Bon, et donc là, il ne s'agit pas que les gens ils travaillent tout le temps. Au contraire. Ce qu'elle fait, c'est le modèle de ce que devrait être le travail. 20 heures par semaine, mais appliqué à bien faire son travail. Voilà comment on valorise le travail. En faisant que ça n'envahisse pas toute l'existence, mais que le temps qui lui est consacré, lui soit bien consacré. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel pour nous de penser le travail en même temps qu'on pense le repos, de ne pas les dissocier. C'est comme une pièce. Tu n'as pas pile ou face et le truc qui reste sur la tranche. Non, tu as les deux qui sont liés. Le travail et le repos sont liés. Et il est évident que le travail ne doit pas écraser le repos, loin de là. Et bien maintenant, j'ai une réunion pour discuter des amendements avec le groupe. Après, on a une réunion pour discuter des amendements avec la commission des affaires sociales. Puis après, on va avoir des réunions dans l'hémicycle. Puis après, on va avoir des réunions de réunions de réunions de réunions. Voilà comment le peuple est défendu.